Salut à toi, féru de curiosité. Imagine-toi être à Paris en 1911 et entendre un crieur Romain, le de chapeau. journaux. Je t'ai dit stop avec ça. T'arrêtes, hein? Oui. Donc Paris 1911, et il y a un vendeur de journaux qui crie un titre un petit peu particulier. La Joconde n'est plus au Louvre! La Joconde n'est plus au Louvre! Ce qui est terrible, c'est que c'est l'œuvre la plus énorme du Louvre et qu'elle est de la main de Léonard de Vinci. Merde, elle est plus à la maison. Un tableau aussi mystérieux que la Joconde. Prenez par exemple sa posture qui est impossible à refaire en vrai, son regard qui nous quitte jamais qu'importe où on est dans la pièce, et surtout, mais t'es qui? T'es qui? Est-ce que t'es un homme? Est-ce que t'es une femme? Est-ce que t'es Léonard de Vinci? Est-ce que t'es Lisa del Giocondo? On ne sait pas qui tu es. Je parle bien sûr du tableau, pas de toi. On va voir comment un tel chef-d'œuvre a-t-il pu être volé aussi facilement et aussi rapidement, en faisant preuve bien sûr de curiosité. À Paris, il fait très chaud, un petit peu comme aujourd'hui d'ailleurs. Les insolations s'enchaînent, les Parisiens vont pas hésiter à faire tomber le maillot pour se baigner dans la Seine et les fontaines publiques. Bref, on cherche de l'air frais. La Joconde, quant à elle, est peinte en 3 ans par Léonard de Vinci et il va beaucoup voyager avec sa petite copine. Quand il termine son tableau, il va le vendre à un ami, François Ier, pour 4000 écus, ce qui va rendre la toile officiellement française. Mona, peinte en Italie, devient française et ça va pas plaire à beaucoup de personnes. Oh non. Par exemple, en 1956, il y a un jeune Bolivien, il s'est dit tiens, je vais jeter un caillou sur la toile, elle est beaucoup trop belle comme ça. Bim, sur le coude gauche de Mona, ça a bien fissuré la peinture, d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui si on a l'œil, c'est pas loupé. Ce genre d'acte est très simple, en médecine on l'appelle le syndrome de Stendhal. Imagine-toi, tu es en trop forte exposition d'œuvres d'art, il y en a beaucoup trop autour de toi, palpitations cardiaques, hallucinations, vertiges. Et tu fais n'importe quoi, comme ce jeune Bolivien ou une touriste russe en 2006 qui lance une tasse vide à la gueule de Mona Lisa par chance. Une vitre blindée a été installée au préalable. Ouf, la Joconde n'a rien. Il focus encore sur Vincenzo Peruggia là du coup. Parce que ça focus pas sur moi mais sur lui. Bon, Vincenzo Peruggia, on va voir qui c'est. Voilà, beaucoup moins gênant. Nous sommes le 22 août 1911. Louis Béroux, qui a un but très simple au Louvre, c'est de copier les œuvres d'art des maîtres et de les vendre aux amateurs étrangers. Il est très content parce qu'il ne va pas peindre n'importe quel tableau là. Aujourd'hui, il peint Mona Lisa, la Joconde. Ici, faut pas déconner. À cette époque, elle est encore dans le salon carré, là où il y a toutes les autres œuvres d'art. Alors bon, Louis s'y rend et il y a un petit problème. Regarde. C'était sans doute une blague, en tout cas j'espère, il y a plus la peinture. Il y a un gros trou entre les deux chefs-d'œuvre. Là, il est censé y avoir Mona, là. Mona, là. Elle est où? Elle y est pas. Bon du coup il va demander au gars de la sécurité, monsieur venez voir, il y a un trou là, ce n'est pas normal, dites-moi qu'est-ce qui se passe. Alors le gars de la sécurité il lui dit, c'est normal, en fait on est en pleine campagne de photographie et elle est allée se faire tirer le portrait. Tout va bien, on sait où elle est, n'ayez crainte. Sauf que le gars de la sécurité il émet un doute quand même, il se dit, oui, t'inquiète, elle est dans la salle de photographie, mais je vais voir quand même. Le gars de la sécurité revient. Bon Louis il a mis son chevalet, sauf qu'il y a un très gros problème parce que Mona n'est pas à la salle de photographie. C'est clair pour tous, les journaux l'ont annoncé en moins de 2 heures, la Joconde a bel et bien disparu. Pour bien mener l'enquête, la police commence à interroger toute l'équipe du Louvre, même ceux qui n'ont rien vu, puisque c'est tellement grave qu'il faut absolument rien écarter comme thèse. Mais ça patauge. Personne ne sait rien. Du côté du peuple, c'est la panique, parce qu'entre les amoureux de l'art, donc qui sont fans de la peinture, et ceux qui veulent faire leur pseudo Sherlock Holmes parce qu'ils veulent absolument la retrouver, c'est pareil, c'est un vrai feuilleton des années 20. Il faudra attendre 2 ans plus tard pour qu'enfin on la retrouve très loin de Paris, de l'autre côté, là, en Italie, à Florence, chez le voleur lui-même qui s'apprêtait à la revendre à un antiquaire. Vincenzo Peruggia, celui qui emmerdait mon focus tout à l'heure, c'est un Italien qui travaille au Louvre, son boulot est très simple, c'est de poser des vitres de protection sur les chefs-d'œuvre, comme la Joconde. Il est là depuis quelques temps déjà, mais malgré le fait que les Français le charrient un petit peu sur ses origines, il s'y plaît bien. Mais quelque chose me dit que ça va pas durer. Il se ramène à lundi matin, où le musée est fermé au public, plutôt idéal pour commettre l'irréparable. Son but est très simple. Oula, il sait très bien ce qu'il va faire. Il va tranquillement aller voler le tableau préféré des Français qui se foutent beaucoup de sa gueule. Un petit peu stressé de voler l'œuvre la plus importante du Louvre, il va dans le salon carré, il regarde qu'il y ait personne à gauche, personne à droite. Ni vu ni connu, il le décroche tranquillement du tableau, le cache sous sa blouse et quitte le salon. Il descend les escaliers et en profite pour virer le cadre qui est un petit peu trop imposant de la Joconde et la vitre de protection qu'il avait posée lui-même quelques mois auparavant. Et il descend et arrivé à la porte en bas, il tire un petit peu trop sur la poignée et ça lui reste dans la main. Pas de bol, il peut pas sortir. Par chance, il y a un gars qui le voit au travers de la vitre, il va lui ouvrir la porte en croyant que c'est un stagiaire et il le laisse passer, il a même pas vu qu'il y avait le tableau sous la blouse, en même temps ça devait être bien dissimulé ces petits tableaux. Et du coup Vincenzo passe et s'en va. Et en fermant la porte quand même le gars il s'est rendu compte que de l'autre côté il manquait la poignée. Bizarre. L'enquête se poursuit pendant que Vincenzo est allé cacher son tableau chez lui, mais malheureusement, malgré les empreintes digitales trouvées sur la vitre du tableau qui a été retrouvée dans les escaliers et sur la poignée que Vincenzo avait jetée par la fenêtre une fois qu'il l'avait cassée,
On ne sait pas du tout à qui appartiennent ces empreintes. Le directeur de peinture, il se dit qu'il va mener son enquête lui-même, il s'appelle Monsieur le Prieur, et qu'il va aller chez les artisans du Louvre qui n'ont pas été interrogés. Eh ben tiens, sur la liste on a Vincenzo Peruggia, dis donc, l'homme du focus. Eh bien Vincenzo va très bien l'accueillir, puisque tu sais, quand on est coupable, on fait tout pour être discret et très gentil. Alors il va lui dire « Asseyez-vous sur mon lit, c'est bien plus confortable ». Monsieur le Prieur, n'étant pas un détective hors pair, il jette un coup d'œil autour de la pièce. D'accord, bon, mais y a rien, je venais pour rien. Merci monsieur Peruggia, au revoir. Au revoir. Sauf qu'il a oublié de regarder sous ses fesses, puisque sous le lit, on trouve une valise grande ouverte, avec la Joconde à l'intérieur. Dommage. La police de son côté va continuer son enquête et arrêter des suspects complètement inattendus comme Guillaume Apollinaire, un très grand poète, qui est ami en fait avec un antiquaire qui avait volé une statuette au Louvre. Du coup, forcément, on va penser que c'est le complice du vol. Il va faire 3 jours de cellule, il sera relâché et il sera pas très bien après ça. Finalement, en 1913, la police arrive enfin au bout de son enquête. Vincenzo, lui-même, de son côté, est retourné à Florence avec son tableau sous le bras, très content d'avoir réussi à nous la chorave, sauf que, il a une idée un petit peu tordue, il va chez un antiquaire pour la vendre. Alors il dit à l'antiquaire, j'ai chez moi un tableau digne des plus grands. C'est un accent raté, mais bon, du coup l'antiquaire il va se dire, d'accord, ramenez-le-moi. Non, c'est trop dangereux, lui dit Vincenzo, venez chez moi, c'est plus safe, parce que c'est vraiment une œuvre... Alors l'antiquaire va chez Vincenzo, et là il voit quoi? La Joconde. Alors du coup il dit à Vincenzo, ah oui, c'est un sacré tableau, je vais réfléchir au prix et je reviens. Je reviens. Mais bien sûr, ce n'est pas l'antiquaire qui va revenir, il a prévenu la police italienne puisque tout le monde était à la recherche du tableau, et ça y est, on l'a retrouvé, Vincenzo est arrêté. Ouf. Vincenzo va finalement faire une courte peine de prison de 7 mois, puisque quand même, tu peux pas t'en tirer juste avec un faut pas recommencer, hein. À sa sortie, il peut enfin vivre de sa passion, de son amour pour l'art en ouvrant un magasin de peinture. Finalement, l'erreur de Vincenzo, c'est d'avoir cru que Léonard de Vinci se l'était fait accaparer par Napoléon et tout ce monde, alors que pas du tout. Il l'avait vendu de lui-même à François Ier et l'avait donc rendue française. Désolé mon beau monsieur, c'est notre peinture. Fin de l'histoire qui a inquiété tous les Français de l'époque. Par chance, le Graal est aujourd'hui de retour à la maison et il est très bien protégé. Pourquoi elle n'a de cesse d'observer tout le monde, aujourd'hui dans la salle des États du Louvre, qu'importe où on se trouve? Madame Lisa, comme disait Bonaparte, comment faites-vous pour incarner autant la curiosité? Degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con